Qu'est-ce qu'un méchant? Comment crée-t-on un méchant? Comment le façonne-t-on? Comment lui insuffle-t-on une aura, une présence? Quelque chose qui le rende mémorable, quelque chose qui le rende spécial. Un méchant n'est-il qu'un simple monstre? Un individu dont les actions et le comportement sont répréhensibles et s'antagonisent avec des standards prédéfinis par notre société? Un individu qui incarnerait une représentation du mal? Mais qu'est-ce que le mal par essence? Est-ce une entité, un concept métaphysique univoquement défini et structuré par la pensée humaine? Ou bien le mal est-il une force transcendantale qui dépasse notre conscience de simple mortel et qui relève d'un domaine bien plus grand? Lorsqu'on crée un méchant, lorsqu'on l'imagine, lui donne vie, le sculpte, on se pose bien souvent ce genre de questions. Car après tout, la création artistique existe aussi pour donner à l'homme des moyens de réflexion, des moyens d'expression cathartique, une fenêtre sur l'analyse de soi-même, mais aussi sur la vie, sur les autres. Quand un individu crée un méchant, il se demande inéluctablement ce que les récepteurs de sa création vont penser de ce personnage. Il se demande si ce méchant va faire de l'effet, d'une manière ou d'une autre. Le méchant est en quelque sorte un vecteur rhétorique, il se doit de convaincre, de susciter un sentiment, quelle que soit la nature de ce sentiment. Parfois, on déteste purement et simplement un méchant, on n'a aucune empathie pour lui, on le considère comme mauvais en vertu de tous les principes qui régissent notre monde, on le rejette catégoriquement. D'autres fois, on se surprend à se prendre d'affection pour un méchant, on tombe dans l'affect pour lui, on en vient presque à comprendre et justifier ses actions. Un méchant et un antagoniste sont deux choses bien distinctes. Un antagoniste se définit par son opposition à un protagoniste. Dès lors, tout devient une question de perspective et non de valeur morale ou encore d'éthique. Dans JoJo's Bizarre Adventure, cette frontière entre méchant et antagoniste est souvent ténue, voire floue. Et c'est une des raisons de la superbe de ces antagonistes de légende qui parsèment l'œuvre d'Araki. Cependant, un de ces antagonistes sort du lot. Un de ces antagonistes a marqué les esprits au fer rouge. Un de ces antagonistes a bouleversé le monde de JoJo's Bizarre Adventure. Cet antagoniste est un véritable mythe, une véhémente peinture dont chaque couche est aussi complexe que magnifique. Cet antagoniste, c'est Dio, l'homme qui rêvait d'être Dieu. Dio, Dio. Ce nom résonne si puissamment dans nos têtes. Ce nom suggère à lui seul une balade lyrique dans les méandres de l'esprit, une invitation à la découverte des profondeurs insondables de la psyché humaine. Dio est-il l'incarnation d'un mal pur? Ou bien peut-on malgré tout ressentir de l'empathie pour lui et chercher à comprendre pourquoi il s'est engagé si profondément dans cette voie obscure? Définir le personnage de Dio est chose très complexe, tant ce mastodonte du manga est à la fois viscéralité et abstraction, à la fois corps et esprit, à la fois humain et monstrueux. L'histoire de Dio, Dio Brando, c'est d'abord le conte d'une vengeance. Pas une vengeance contre un individu en particulier, mais une vengeance contre l'humanité. Dio, né Brando, est le fils de Dario et d'une mère dont on ne connaît guère le nom. Durant les événements précédents Phantom Blood, Dario feindra de sauver la vie de George Joestar premier du nom, survivant d'un violent accident de calèche dans lequel périt sa femme. George, pensant voir en Dario son sauveur, lui promit de le récompenser et lui payer sa dette le jour venu. Dario, alcoolique et escroc notoire, mène la vie dure à sa femme et son fils, les abusant régulièrement et leur infligeant des sévices auxquels ils ne peuvent échapper à cause de la pauvreté extrême dans laquelle ils vivent. La mère de Dio finira par succomber, mort que Dio imputera à son père et à ses mauvais traitements. Malgré son état de précarité, Dio a soif de connaissances. Il passe son temps à lire, à étudier tout ce qu'il peut. Il est adepte des échecs, véritable stratège, et il gagne sa maigre subsistance grâce à ses prouesses dans ce sport. Dario s'enfonce quant à lui dans la voie de Manan et de Poivreau, tombant ainsi gravement malade. Cela ne l'empêche guère de traiter son fils toujours aussi mal, fils qu'il insulte à répétition, sans se douter un seul instant que c'est ce dernier qui lui ôte la vie petit à petit, en l'empoisonnant grâce à un élixir mortel glané chez l'apothicaire chinois Wang Chan. Sur son lit de mort, Dario révélera à Dio l'existence des Joestar, et alors même qu'il vit ses derniers instants, ne cherchera pas à un seul moment la rédemption, enjoignant son fils à s'accaparer la fortune des Joestar. Dio, se tenant sur la tombe de son défunt géniteur, exprime son puissant mépris à son égard et ne lui offrira pour ultime hommage qu'un crachat des plus dédaigneux, avant de se rendre au manoir Joestar en grande pompe. C'est ici que débute cette longue histoire qui unira à jamais Dio à la famille Joestar. Dio rencontre Jonathan, jeune noble vertueux. Dès leur première rencontre, Dio se montre des plus exécrables, assénant sans vergogne à Danny, le dog allemand de Jonathan, un puissant coup de genou, prétextant que le chien voulait l'attaquer. En vérité, Dio a une sainte horreur des chiens, qui représentent tout ce qu'il est: servitude, vassalité, dépendance. En un sens, les chiens ne lui rappellent que trop les plus basses instances de sa vie, lui qui était si méprisé par la société tout entière. Dio fait de la vie de Jonathan un enfer. En se faisant passer pour la quintessence du gentleman britannique aux yeux de tous,
tout en rabaissant Jojo plus bas que terre dans l'ombre, et lui faisant les pires coups possibles et imaginables. Dio violente Jonathan, lui ôte ses amis, le fait passer pour un menteur, un rapporteur, un noble gâté et imbu de lui-même. Dio tente de briser Jonathan psychologiquement, afin de graduellement usurper sa place au sein du manoir Joestar et ainsi mettre la main sur leur héritage. Lors d'un combat de boxe censé être amical, Dio achève de réaliser la fourberie ultime. Non content de vaincre Jojo en usant de ses techniques de combat de rue, souillant ainsi la beauté de la boxe anglaise, il met un violent doigt dans l'œil à Jonathan. Ce petit doigt dans l'œil, preuve de sa forfanterie, preuve qu'il ne reculera devant aucune bassesse pour atteindre ses objectifs. Dio est jusque-là un dominateur absolu. Ses plans se passent comme il le souhaite. Il se trouve dans un état de maîtrise totale, jusqu'au jour où il apprend que Jonathan entretient une relation avec Irina Pendleton. Voyant là une nouvelle occasion de détruire Jonathan, Dio approche subrepticement la jeune femme et lui vole son premier baiser, salissant ainsi son honneur. Se croyant suprême, Dio prend à partie 2 de ses sbires pour rapporter qu'il a embrassé Irina. Mais cette dernière, contre toute attente, fait preuve d'une défiance ultime en se lavant la bouche à l'eau croupie, insultant ainsi Dio dans son estime. Dio ne peut supporter ce qu'il considère comme un affront des plus graves et perd une première fois le contrôle, violentant Irina en la frappant avant de briser une branche dans un accès de colère qu'il parvient à peine à maîtriser. Irina n'ose dès lors plus fréquenter Jojo, préférant sacrifier sa vertu pour conserver l'honneur de Jonathan. Jojo, dans un accès flamboyant de rage pour Dio, décide de se confronter à ce dernier. Et, pour la première fois depuis qu'ils se connaissent, Jonathan martèle Dio de coups et obtient le dessus sur lui. Dio, qui se pensait absolu, tombe de haut. Il comprend qu'il a sous-estimé Jonathan. Il comprend qu'il a fait l'erreur tactique de ne pas être assez prudent. Face à son échec cuisant, Dio verse des larmes d'humiliation, des larmes de haine. Il comprend que les Joestar seront à jamais ses ennemis les plus potents. Perdant une seconde fois le contrôle, il entreprend de planter Jonathan avec une dague, sa rage prenant le dessus sur sa raison. Mais il est interrompu par George qui avait assisté à cette lutte de chiffonnier. Pendant ce temps, un certain masque de pierre, accroché au mur, réagit au contact du sang qui a giclé durant le combat, passant presque inaperçu. Dio décide alors d'opérer un changement de tactique. Il cessera de tourmenter le pauvre Jonathan en se faisant passer pour un demi-frère modèle, afin de mieux ourdir sa vengeance machiavélique contre les Joestar. Il tuera quand même Danny en le mettant dans un incinérateur, histoire de bien rappeler à Jonathan qu'il n'aura plus jamais le dernier mot sur lui. Les années passent. Dio et Jonathan font la renommée de l'académie Hugh Hudson. Sportif de haut niveau, gentleman de premier ordre, Dio est un brillant étudiant en droit, quand Jonathan excelle lui en histoire et en archéologie. Sous cette façade apparente, Jonathan se méfie toujours de Dio, et il a bien raison. Ce dernier décide de mettre ses plans à exécution et empoisonne George, de la même manière qu'il avait empoisonné son père Dario. Dio remarque par la même occasion l'intérêt que Jonathan porte au masque qu'il étudie. Il découvre alors que ce dernier réagit au sang et active un mécanisme qui plante le porteur de cet artefact funèbre. Après avoir empoisonné George, Dio s'attaquerait naturellement à Jojo et justifierait sa mort par un accident dû au masque. Cependant, il ne se doute pas que Jonathan avait découvert ses noirs dessins grâce à une lettre retrouvée dont l'auteur n'était autre que Dario et qui incriminait les Brando. Notre héros entreprend dès lors de prouver au monde que Dio est un criminel. Il se rend à Augur Street pour traquer le fournisseur de poison de Dio et il rencontre Speedwagon qui deviendra un allié précieux. Finalement, Dio découvrira les vraies capacités du masque et comprendra que ce dernier éveille chez les hommes des capacités ésotériques. Ce masque confère une quasi-immortalité à qui en devient le possesseur. Dio s'est donc décidé. Rentrant au manoir Joestar afin de parachever sa funeste besogne, il se confronte à Jonathan qui l'expose face à des constables de Scotland Yard. Dio fait preuve d'une fourberie absolue, en feignant de se rendre, mais se saisit alors d'un poignard, tentant d'assassiner Jonathan pour révéler le potentiel du masque. George s'interposera pour sauver Jojo. Dio aura assassiné sans vergogne celui qu'il avait recueilli et élevé comme son fils, et scandera haut et fort qu'il a définitivement rejeté son humanité. Après s'être éveillé en tant que vampire, Dio affrontera une première fois Jonathan dans un manoir enflammé et bientôt réduit en cendres. Jonathan sortira vainqueur de cette lutte et pensera Dio mort. Cependant, ce dernier, grâce à ses facultés vampiriques, aura survécu et débutera son ascension dans le monde des mortels. Il transformera en zombie une horde de sbires qu'il convertira à son dogme, tout en se renforçant, en se repaissant du sang de ses malheureuses victimes. Dio, ne prenant toujours pas Jonathan au sérieux, enverra ses sbires à sa poursuite, pensant qu'ils parviendront sans mal à l'oxyre. Mais la volonté de Jojo le fera sortir vainqueur de tous ces affrontements, et au terme de sacrifice, il finira par enfin se confronter à Dio. Jonathan déclarera, de manière presque prophétique à Dio, « Si je meurs, mon fantôme viendra te hanter jusqu'à la fin des temps. » Dio,
Confiant, prend cette mise en garde à la légère, une mise en garde qui conditionnera pourtant son destin sans qu'il le sache. Au terme d'une lutte acharnée, Dio sera finalement défait par Jonathan et son utilisation des ondes. Mais ainsi que Dio s'était vengé sur Danny après sa défaite contre Jojo quand ils étaient plus jeunes, il le rappellera qu'il aura toujours le dernier mot sur lui et reviendra une ultime fois sous forme de tête pour se déclarer vainqueur de cette lutte fratricide. Il tuera Jonathan et contre toute attente, marquera un silence respectueux à la mort de ce presque demi-frère qui lui aura tenu tête toute son existence. Cet homme qui ne lui aura jamais concédé la victoire absolue. Dio dormira dans un cercueil près de 100 ans, attendant le moment opportun pour refaire surface. Il sortira finalement de sa torpeur, réveillé par des pêcheurs qui l'aura vraisemblablement oxy avant de débuter un long voyage à travers le monde. Voyage au cours duquel il rencontrera la sorcière Enyaba et commencera la construction de son empire en zombifiant les adeptes à son culte. Durant ce voyage, il aura acquis de nombreuses connaissances et aura rencontré des personnes particulièrement intéressantes. Dio développera son stand The World, et puisqu'il possédait le corps de Jonathan, émettra une vague mystique qui touchera le reste de la famille Joestar, et les fera eux aussi développer un stand à tour de rôle. Holly Joestar Kujo, fille de Joseph, sera particulièrement touchée par ce phénomène. Elle en développera un stand autodestructeur, qui menacera de lui ôter la vie et sera le point de départ de la croisade lancée à l'encontre de Dio. Après des péripéties sur la route de la soie jusqu'en Égypte, le petit groupe de croisés finira par se confronter à Dio, qui était jusque-là resté dans l'ombre. Dio, ayant appris de ses erreurs, ne sous-estima pas les Joestar une seconde fois, et leur envoya sa foule de laquais le temps de reconstituer ses forces et d'en apprendre plus sur la nature de son stand. Après avoir vaincu Kakyoin sans aucun mal, il se confrontera à Jotaro, arrière-arrière-petit-fils de Jonathan. Dio alternera dans ce combat phase d'outrecuidance et phase de tactique. Il sera prudent quant à l'annihilation méthodique des Joestar et ne reculera devant rien pour mettre fin à cette lignée qui l'a tant ennuyé. Dio s'appropriera le sang des Joestar en le prélevant sur Joseph. Le sang des Joestar, le chaînon manquant qui lui permettrait d'atteindre la toute-puissance. Revigoré, vivifié, Dio succombe à l'arrogance et vante les mérites de son stand, dont la capacité d'arrêt du temps se renforce au fil des minutes. Bientôt, Dio sera capable d'arrêter le temps éternellement, et plus rien, ni personne, ne pourra s'opposer à lui. Mais Dio ne se doute pas un seul instant que Star Platinum, le stand de Jotaro, est d'une nature similaire au sien, et est capable lui aussi d'arrêter le temps pour une fraction de seconde. Dio aura encore une fois crié victoire trop vite. Sa mégalomanie l'aura trahi, la tension est palpable. Jotaro a défoncé les jambes de Dio, il est à la merci du jeune homme étoilé. Et dans un ultime soupçon de rage et de colère, Dio révélera sa vraie nature en ces quelques mots. Vaincre pour dominer, un point c'est tout. La sensiblerie, la compassion, l'élégance, je m'en moque. Symboliquement, Dio enverra sur Jotaro du sang, ce sang, et pensera ainsi l'aveugler. Mais cela n'arrêtera pas le jeune homme qui, d'un coup de poing, un seul, réduira à néant les espoirs de conquête de Dio. Ses restes seront jetés au soleil, Dio redeviendra poussière. Dio est un antagoniste absolument incroyable. Il témoigne d'un immense développement idiosyncratique. Il est d'une richesse psychologique si profonde, si potente, si belle et obscure à la fois. Les éléments qui servent à analyser la psyché de Dio se trouvent primairement dans son enfance et sa jeunesse. Dio a énormément souffert d'un mépris social institutionnalisé par la société victorienne du 19e siècle. Au sein même de sa classe sociale, il était regardé de haut et considéré comme une raclure, comme guère plus qu'un chien. C'est de ce trauma que Dio tient sa haine pour les chiens. En s'en prenant à Danny dans sa jeunesse, Dio structure sa voie vers la vengeance. Il expérimente à une échelle moindre sa vengeance contre l'humanité, qu'il ourdira toute son existence. De fait, Jonathan est aussi en quelque sorte le cobaye de Dio, ce mannequin sur qui il peut se défouler à loisir et extérioriser sa rage intrinsèque. Dio est en outre un des nombreux vecteurs de la thématique du patriarcat, véritable axiome de JoJo's Bizarre Adventure. Énormément de personnages sont articulés autour de la thématique du père, le symbolisme du père. Pour certains, le père est une force galvaniseuse, comme George pour Jonathan Joestar ou Mario Zeppeli pour César. Pour eux, le père se fait l'écho de la transmission, du passage de flambeau, de l'héritage, du savoir. A l'inverse, certains personnages ont une véritable relation conflictuelle avec une figure paternelle ambivalente et négative. Dio fait partie de cela. Dario Brando a été une force architecturale de premier ordre dans le développement de Dio. Il lui a inculqué depuis son plus jeune âge à être fourbe, violent, manipulateur, menteur, tricheur. Dio, par son acte de cracher sur la tombe de son père, renie son héritage, déconstruit la figure du patriarque et de fait, rejette une première fois son humanité. En commettant un parricide, avec Dario mais aussi avec George, son père adoptif, Dio alimente la notion de transgression, thématique inhérente aux méchants de JoJo's Bizarre Adventure.
Le parricide, c'est un véritable sacrilège dans la Bible, mais aussi pour les standards codifiés et traditionnels de la société humaine. Tuer le père, c'est en quelque sorte rejeter Dieu de la manière la plus abjecte possible, puisqu'en effet, Dieu est souvent associé théologiquement à un père. On parle entre autres de Dieu le Père au sein du système trinitaire chrétien, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce rejet de la figure du Père est un corollaire, un analogue à la transgression de Dio qui cherche à détruire cette fonction sacralisée. En détruisant le Père, Dio détruit l'héritage. En détruisant l'héritage, Dio détruit l'humanité. Cette humanité qui l'a tant fait souffrir, cette humanité qui l'a ostracisé. Ainsi, on pourra noter que Dio, dans la transition entre les parties 1 et 3, abandonne purement et simplement le patronyme Brando et n'est plus connu que sous le nom de Dio, en lettres capitales. Dio se place constamment en surplomb, à l'apex. Il se trouve dans une position verticale d'ascension constante, comme pour structurer un parallèle à Dieu, qui se trouve au-dessus de tout et toute chose. Ainsi, surplombe-t-il allègrement Jonathan, Will Zeppeli et Speedwagon, ou bien encore Paul Naref, à qui il fait une démonstration implicite du pouvoir de The World. Paul Naref, qui est un simple homme, qui jamais n'atteindra le niveau de Dio, et qui devra donc se tenir au pied des escaliers, au bas de l'échelle. Dio est aussi un transgresseur par sa quête de savoir ultime. Il est un être extrêmement intelligent. Stratège, tacticien, il devient un puits de connaissances. Il passe son temps à lire, que ce soit dans Phantom Blood ou Stardust Crusaders. Par sa quête de savoir, il cherche des explications au mystère du monde, au mystère de l'univers et de la création. Par sa quête de savoir, il engrange un processus d'appropriation. Dio veut se faire maître de tout et toute chose. Il veut être omniscient et omnipotent. En maîtrisant les sciences humaines, il maîtrise métaphoriquement l'humanité. La science fut à une époque considérée comme un acte de transgression vis-à-vis du divin, puisqu'elle cherchait à justifier par une logique et une rationalité d'ordre humain des mystères qui relevaient, eux, du divin, et qui étaient par essence inexplicables et impénétrables. Dio, ce simple nom, est déjà une transgression en lui-même, puisqu'il signifie Dieu. Dio veut devenir Dieu. Dio veut créer un paradis, son paradis, un Éden de nuit éternelle où il serait suprême, un univers où personne ne pourrait contester son autorité et surtout pas les Joestar. The World, son stand, est le reflet de ce désir intrinsèque. Arrêter le temps, c'est avoir un contrôle absolu sur l'humanité. Dio veut être un souverain absolutiste, un souverain qui par sa simple existence régit jusqu'à l'essence même des lois physiques et temporelles, un souverain qui a le pouvoir de vie ou de mort sur quiconque, un être qui doctrinalise le caractère absolu de son pouvoir et n'admet aucune contestation. Dio possède The World, un pouvoir qui assujettit l'humanité à ses moindres volontés. Mais il est aussi un être arrogant, mégalomaniaque. Il a structuré cette façade de confiance et de suffisance en réponse à la misère de sa condition passée, une misère qu'il renie de la manière la plus viscérale possible. Il se caractérise par son ambivalence entre rationalité, tacticité, mais aussi perte de maîtrise de soi, expression incontrôlée de sa rage intérieure. Rage qui, de ses propres mots, est sa plus grande faiblesse. Rage qu'il intériorise et qu'il tente sans cesse de contrôler. En vain. Il est cependant bien conscient qu'il doit réussir à surmonter ce défaut, car après tout, l'expression de la rage, de la passion, c'est bien quelque chose qui relève des simples humains et non des dieux. Dio a horreur qu'une situation lui échappe. Il veut tout maîtriser. C'est un planificateur, un stratège, un homme de l'esprit et non du cœur, qui voit en les êtres humains des pions à manipuler et déplacer sur son échiquier macabre. Ce n'est pas pour rien que Dio était dans sa prime jeunesse un prodige des échecs. Dio apprend de ses erreurs, mais succombe bien trop facilement à l'arrogance. Sa réplique fétiche, qui se traduit simplement par inutile ou ça ne sert à rien, suggère qu'il considère toute opposition comme futile et même ridicule. Appelant de son échec face à Jonathan, il décide de ne pas sous-estimer les futurs Joestar, ce qui se constate parfaitement dans cette scène d'anthologie où, paranoïaque, il cherche à décapiter Jotaro avec un panneau de signalisation. Dio est aussi un homme extrêmement charismatique, qui fédère des hordes d'adeptes soumis à ses volontés. Son charisme est vraiment mystique, et il manipule les consciences et les âmes avec une aisance déconcertante, par la peur, la séduction ou tout autre outil à sa disposition, faisant fi du genre comme des origines. Peut-être Araki cherchait-il à mettre en lumière à travers Dio les dérives du fanatisme et de la religion. Philosophe, hédoniste, Dio définit à maintes reprises ce qu'il considère comme le bonheur. Un monde vide de crainte et de peur. Un monde où il aura accédé à la paix ultime, un monde où il sera tout et sa finalité. Outre le fait d'avoir une idiosyncrasie des plus complexes, Dio acte aussi comme une brillante conceptualisation de la fonction d'antagoniste par Hirohiko Araki. Dio est l'antagoniste parfait au Joestar.
Les Joestars ont une dimension prosaïque, là où Dio relève d'un certain lyrisme, d'une certaine poésie. Les Joestars ont une dimension humanistique prépondérante, là où Dio tient du céleste, de l'immortel. Pour atteindre Dio, il faut gravir les échelons et les obstacles sans cesse. Ainsi, la construction narratologique de Stardust Crusaders met en exergue cette progression constante, cette progression pyramidale jusqu'à Dio. Dans le manga Found the Blood, Araki apporterait la dichotomie entre les Joestars et Dio par une antinomie entre l'ombre et la lumière. Là où les Joestars vivent le jour, dans la lumière, Dio vit la nuit, dissimulé dans l'ombre par sa nature vampirique. Mais sous ses airs grandiloquents et mégalomaniaques, Dio cache cependant un grand traumatisme, un traumatisme que les Joestars lui ont infligé. Les Joestars sont les gardiens de l'humanité, les protecteurs de l'homme, face au caractère transgressif des forces du mal incarnées par Dio. Les Joestars ont infligé à Dio une cuisante défaite à 2 reprises. La première, c'est Jonathan, son rival de toujours. Dio reconnut in fine la valeur de Jonathan, et il eut de l'admiration pour celui qui l'a malmené toute son existence, le considérant comme son égal. Pourtant, cela ne l'a pas empêché de le sous-estimer. Et ce fut sa première erreur, sous-estimer le sang des Joestars. La seconde fois fut Jotaro, archétype de l'héritier, dont l'existence même rappelle sans cesse à Dio son échec. Si Jotaro se trouve là devant lui, prêt à en découdre, c'est car Jonathan avait préalablement assuré l'héritage et la transmission, en enfantant la dynastie des Joestars, ce que Dio récuse avec le dégoût le plus total. Dio porte de manière physique les cicatrices de cet échec. Il est resté sous l'eau près de 100 ans avant d'être réveillé. Durant 100 ans, il est resté en suspension, dans un univers silencieux, noir et abyssal. Un univers où justement, le temps semble presque suspendu, arrêté. Il n'avait alors pour seule compagnie que le corps de son frère adoptif, Jonathan, corps qu'il avait usurpé et souillé. Enfermé dans son cercueil, Dio était emprisonné, il était assujetti au destin, il était tout l'inverse de ce qu'il souhaitait. Il dépendait une nouvelle fois du monde des hommes, il dépendait une nouvelle fois du destin. Là où son souhait le plus cher, c'était justement de devenir l'égal du destin, de devenir l'égal de Dieu, une force inarrêtable, incontestable et invincible. Ce trauma des 100 ans, passé sous l'océan, se retrouve illustré matériellement par l'apparence de son stand, The World. The World possède dans son dos ce que l'on peut assimiler à des bonbonnes d'oxygène, ainsi que des tuyaux, comme pour signifier le sentiment d'étouffement, l'asphyxie physique, mais surtout l'asphyxie spirituelle et psychologique dont a été victime Dio. Alors, dans un souci d'autoconservation et de préservation, The World, qui est le reflet de l'énergie psychologique de Dio, aura développé ses bonbonnes en réponse à ce trauma, illustrant par la même occasion la prévoyance de Dio et sa méticulosité. Hirohiko Araki a vraisemblablement donné son nom à Dio, en hommage au groupe Dio, et plus particulièrement à Ronnie James Dio, légende du heavy metal. Dio, le chanteur, a popularisé le concept de la narration et de la fantaisie au sein du système heavy metal. Ainsi était-il connu pour créer de véritables récits ésotériques dans les paroles de ses chansons. Paroles écliptiques, mais pleines de symbolisme. Et il y a 2 chansons particulièrement intéressantes dans le cas de notre Dio. Ces chansons sont Holy Diver et Rainbow in the Dark. Dio est aussi un personnage qui illustre énormément de conceptions, de thématiques relatives à l'économie générale de l'œuvre, relatives aussi à l'idiosyncrasie de son auteur, Hirohiko Araki. De fait, il ne déroge pas non plus à une règle fondamentale que l'auteur développe particulièrement dans son manga, celle du destin. Comme nous l'avons bien souvent vu, le destin est une force axiomatique et proéminente au sein de l'univers de JoJo. Si la prévalence de cette thématique est magnifiée et illustrée majoritairement par Vento Reo, la partie 5, elle est néanmoins bien présente dans les parties précédentes. Dio et les Joestars sont inhéremment liés, ce qui se constate de la manière la plus symbolique possible. Dio possède le corps de Jonathan Joestar, un corps devenu presque sacré, un corps dont le sang fut la plus grande faiblesse de Dio, là où il pensait qu'il deviendrait sa plus grande force. Dio est la tête, autrement dit l'esprit, et par extension l'âme, une entité qui relève du spiritualisme et du céleste. Le corps de Jonathan, lui, appartient au domaine charnel, au matérialisme, au concret, au monde des hommes. Ainsi, la dichotomie entre Dio et les Joestars est portraite encore une fois, physiquement et métaphoriquement. Dio pensait que la clé de sa réussite serait le sang des Joestars, sans qu'il a utilisé une première fois en assassinant George pour activer le masque de pierre, sans qu'il a instrumentalisé une seconde fois en absorbant celui de Joseph lors de la bataille finale de Stardust Crusaders. Mais c'est en vérité ce même sang qui a causé sa perte. Le sang, c'est la métaphore de la transmission, de la famille, de la filiation. Le sang des Joestars est unique, en ce qu'il promeut la grandeur et la puissance de l'humanité. Ainsi, Joseph dira lui-même que le sang des Joestars, c'est la volonté de se débarrasser des êtres de l'espèce de Dio, ces êtres qui par leur transgression entreprennent de désacraliser l'essence de l'humanité.
Le sang des Joestar a le désir de se séparer des parasites de ton genre. Tu aurais pu trouver quelque chose d'un peu plus onirique pour tes dernières paroles. Dio est sans cesse rappelé à l'ordre par le destin. Il a besoin de sang pour survivre, car c'est un vampire. Le sang, ce liquide symbole de vitalité, symbole d'humanité. Subséquemment, Dio aura à jamais besoin de l'humanité pour subsister. Le vilain n'a aucune considération pour la vie humaine, aucune empathie, aucun respect pour l'humanité. Pourtant, et c'est là presque une forme d'ironie tragique, en rejetant catégoriquement son humanité, il s'est fait à jamais esclave de cette dernière. En croyant transcender les limites de l'impossible et des mortels, il a en fait lui-même pavé la voie vers sa démise ultime. Dio était un homme destiné à faire des choses incroyables, ce qui fut illustré dès la première partie de Jojo, quand Wang Chan remarqua les 3 grains de beauté présents sur le lobe de son oreille gauche. Les grains de beauté sont dans la culture asiatique des symboles prévalents du destin et de ce qu'il va apporter à celui qui en possède. L'influence de Dio s'est étendue sur l'entièreté de JoJo's Bizarre Adventure. Son spectre a plané sur les parties qui ont suivi sa mort dans Stardust Crusaders. Son influence se constate notamment dans la partie 4, où on apprend que le réveil de son stand a aussi engrangé celui de tous les Joestar, notamment celui de Josuke Higashikata, ou encore par le fait que le père des fils Nijimura était un fervent serviteur de la doctrine de Dio, contribuant ainsi en partie à l'intronisation des flèches dans la ville de Moryo. Dans la partie 5, le fils illégitime de Dio lui-même, Giorno Giovanna, devient le centre d'attention de Jotaro, et la question se pose à savoir s'il a hérité des envies de domination de son père ou non. Dio est sans aucun doute l'un des personnages les plus beaux de JoJo's Bizarre Adventure. Son existence, son développement, sa présence scénaristique actent comme une synthétisation, mais aussi une cristallisation de la quasi-entièreté des thématiques inhérentes à JoJo's Bizarre Adventure. Dio incarne ce conflit transcendantal qui oppose les hommes aux éléments du divin. Dio incarne l'immortalité. Dio est le transgresseur. Dio est le parricide. Dio est en vérité le plus humain des monstres. Et c'est bien là la plus grande ironie de ce personnage qui se croit divin. Sa monstruosité trouve ses origines dans des traumas très humains. Dio part d'un milieu déplorable et précaire. Il n'acceptera jamais la mort de sa mère, la seule chose pour laquelle il a eu de l'affection durant toute son existence. De sa quête de vengeance très humaine, découlera sa quête de savoir et de domination. Dio voulait à l'origine uniquement déposséder les Joestar et gravir les échelons de la société pour la dominer, mais ce humainement. Quand il découvre un pouvoir qui lui confère l'immortalité, il n'hésite pas une seconde à abandonner son humanité pour mieux l'écraser. Mais la vérité, c'est que ce sont des désirs bien humains qui ont animé Dio et l'ont poussé à devenir ce qu'il est. Avant d'être un monstre divin, Dio était lui-même un homme avide de pouvoir et de reconnaissance, un homme qui voulait prendre sa revanche contre l'existence, contre la misère de sa condition, contre un destin qui ne lui avait rien épargné. Le personnage de Dio nous permet à nous, lecteurs, de conceptualiser et théoriser sur la fonction d'antagoniste au sein du monde du manga. Dio est l'épitomée du méchant dans JoJo's Bizarre Adventure. Son omniprésence à travers toute la saga œuvre à construire une véritable dialectique sur la figure du vilain, tout en procurant au lecteur de formidables pistes pour une analyse systémique du magnum opus d'Hirohiko Araki. Dio parachève la figure du vilain, et explorer son idiosyncrasie, son histoire, son mythe, c'est véritablement en apprendre plus sur soi-même et sur la vie. Dio, ce personnage mythique. Dio, ce personnage inextricablement lié aux Joestar, dont les destins s'intersectent avec le sien de la manière la plus grandiose qui soit. Dio, ce rêveur onirique qui voulait créer un paradis, son paradis, où il serait hégémonique, où enfin il pourrait trouver la paix intérieure et se réclamer l'égal de Dieu. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à regarder cette vidéo que moi j'en ai eu à la réaliser. J'aimerais humblement vous demander de la partager, de vous abonner si ça vous a plu et de me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Cela m'aiderait énormément. Merci à tous, portez-vous bien et arrivederci.